Quand on vit avec du stress post-traumatique complexe, ben dans notre cas, on parle de l'enfance, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand on a vécu une enfance avec des parents qui sont toxiques, avec des parents inadéquats, ben on développe certaines réponses qui vont nous servir à nous adapter aux situations qui sont émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, même peut-être physiquement difficiles. Donc, quand on vit avec des comportements d'adaptation, on peut dire qu'on vit avec des comportements de survie. On veut survivre. Donc, on peut fuir, on peut paralyser, on peut vouloir amadouer les autres pour justement être perçu comme la bonne personne. On est codépendant. Si je suis bonne, l'autre personne enfin me verra, enfin sera gentil avec moi. Donc, on est gentil. Une autre façon, c'est d'utiliser la colère pour se défendre, se faire entendre, se dire, est-ce que tu vas m'entendre? On a besoin de ça. Et donc aujourd'hui, on parle justement de ce dernier comportement qui est la colère. Mon nom est Sandra Lacombe, j'étudie et j'enseigne des techniques pour surmonter l'immaturité émotionnelle, la négligence émotionnelle et l'abus émotionnel. Et dernièrement, je suis en train d'ajouter une corde à mon arc et je suis formée pour comprendre et soigner des traumatismes. Évidemment, je le fais sous la forme de coaching, ce n'est pas de la thérapie, il y a une très grande différence. La colère, c'est un mécanisme de défense qu'on utilise pour se protéger et quand on parle de traumatisme, la colère devient souvent toxique pour plusieurs raisons. Alors d'abord, la colère, c'est une émotion comme les autres et elle est tout à fait acceptable, elle est bienvenue et comme dit le Dalai Lama, la colère c'est extraordinaire si on s'en sert pour changer quelque chose, obtenir une solution finalement. Le problème principal avec la colère, c'est qu'elle est très mal reçue, elle est très, très, très peu acceptée comme émotion et quand on voit une personne en colère, ça nous effraie. On veut fuir, on paralyse, on cherche à l'amadouer pour changer sa réaction ou on se met nous-mêmes en colère. Donc, on utilise souvent un mécanisme de défense, un autre mécanisme de défense pour faire face à un autre mécanisme de défense finalement. Donc, on est en train de battre ou de combattre des mécanismes de défense ensemble. Donc, on s'adapte du mieux qu'on peut, on s'est adapté aux situations qui impliquent la colère finalement. Évidemment, on veut guérir la colère en nous quand on vit avec ceci, quand on vit avec du ressentiment, quand on vit avec des pensées répétitives, donc quand on rumine, quand on a de la rage en soi, c'est très difficile d'avoir ceci en nous constamment et on le sait qu'on blesse les autres parfois, on le sait qu'on blesse surtout nos enfants, c'est là où ça fait peut-être plutôt mal, quand on en est conscient du moins. Alors, je viens de vous dire que la colère, elle est bonne à vivre. Je vous ai dit en fait que toutes les émotions sont bonnes à vivre, n'est-ce pas? Mais quand vous vivez avec la colère depuis longtemps, quand vous êtes facilement irritable, quand vous êtes impatient ou méprisant, la colère, ce n'est plus une émotion qui est saine. La colère, elle est devenue une émotion malsaine qui est coincée dans le corps et qui est coincée dans la tête. Alors, si vous retenez votre colère depuis de nombreuses années et qu'on vous dit qu'on vous aide en fait à retrouver cette colère en vous parce que vous devez terminer un deuil, c'est ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Sandra, c'est ce que tu devrais faire pour aller mieux. Tu devras faire le deuil donc de cette colère, tu dois retrouver cette colère et la revivre. C'est pas faux. Mais pour vous qui êtes en colère, je ne suis plus vraiment en colère, mais ça m'arrive, mais c'est sain, je suis capable de m'en libérer facilement. Alors pour vous, si la colère est coincée en vous, c'est pas la meilleure chose à faire de dire je vais revivre ma colère, je vais revivre ma colère. Vous retraumatisez à chaque fois. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire pour deux raisons principales. Vous êtes toujours sur le point d'exploser ou vous êtes toujours enragé. Et dans le premier cas, vous avez la colère en vous, mais vous la confinez de toutes vos forces à l'intérieur, si vous avez de la colère et vous la cachez. Et dans le deuxième cas, si vous êtes enragé et vous explosez, ben vous exprimez votre colère sans aucun contrôle. Et je sais pour l'avoir vécu que la colère peut devenir extrêmement toxique pour soi, pour les autres aussi qui nous entourent. Donc, je me souviens très bien que ma psy m'avait dit que je comprenais pas vraiment le but de la méditation quand je lui ai dit que c'était rendu vraiment impossible de méditer pour moi parce que je perdais le contrôle de mes émotions complètement. J'avais envie d'exploser, de tout arracher. J'étais hors de moi, j'étais plus capable de rien faire. C'était de la violence en moi, finalement. Après des années, ça faisait des années que j'étais abusée, manipulée, trompée. Tout était fait, les mensonges, tout était là. Ça me rendait complètement hors de moi. Et je retenais du mieux que je pouvais cette rage ou ce mépris que j'avais pour mon ex, mais aussi pour tous ceux qui orbitaient autour du grand mensonge que
que racontait, que créait mon ex finalement. Alors, quand on grandit dans un environnement où on nous a négligés et abusés, quand on vit des années avec une personne qui nous abuse aussi, c'est dangereux de croire qu'il faut aller très en profondeur dans notre colère pour la vivre. C'est dangereux parce que la colère, elle est devenue problématique. Hein? La colère est devenue toxique, la colère nous empoisonne. Alors, boire et reboire le poison, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire. Et dans certaines circonstances, peut-être que c'est bon de le faire, mais certainement pas dans tous les cas. Et dans le cas où on est abusé et extrêmement en colère et enragé, je crois que c'est plutôt un pas en arrière qu'un pas en avant. Et quand on est traumatisé par l'abus, on est facilement émotionnellement déréglé par les situations de la vie. On peut se sentir bien, puis tout à coup se retrouver complètement ébranlé par nos émotions en moins de quelques secondes. C'est soudain, c'est inexplicable, c'est déroutant. On n'a aucun outil pour se réguler à nouveau. Alors, quand on vous demande d'aller revivre votre colère, de l'exprimer pour en faire le deuil, c'est risqué et ça peut devenir toxique si vous n'avez pas les bonnes balises, les bons outils pour vous guider. Alors, comment savoir si vous vivez avec une colère toxique? Hein? Faisons le topo rapidement. Ben, c'est ce que j'appelle l'émotion junkie. Hein? Quand la colère est votre émotion par défaut, vous êtes coincé dans un cercle vicieux où chaque fois qu'une situation déplaisante se présente, vous utilisez la colère pour faire face à la situation. Donc, c'est comme une drogue, c'est votre façon de réagir, même si vous ne l'exprimez pas pleinement et honnêtement devant les autres, vous pouvez vous cacher pour la vivre. C'est quand même l'émotion junkie, c'est une habitude, vous y retournez constamment, c'est une drogue. Et deuxièmement, quand vous réagissez trop fort pour quelque chose qui est passablement bénin, hein, vous êtes toujours en mode défensive. Alors, j'enseigne des techniques et des stratégies pour soigner les symptômes de la négligence et de l'abus. Et l'une des questions qui revient souvent est la suivante: comment je fais pour me libérer de la colère? J'y arrive pas. Alors, j'ai créé toute une section complète qui offre des techniques pour établir l'homéostasie émotionnelle. Et si c'est quelque chose qui est important pour vous, si vous avez envie de retrouver l'homéostasie émotionnelle, s'il vous plaît, allez voir mon programme qui est présentement ouvert actuellement. Ça se fait maintenant jusqu'à dimanche, en fait, le 23 janvier. Le lien se trouve sous la vidéo. Les inscriptions sont possibles encore pour quelques jours seulement. OK, maintenant, c'est important de combler ses besoins émotionnels. On est d'accord avec ça, je ne vais pas le cacher, il faut le faire, c'est important. Alors, comment peut-on savoir quand combler ses besoins émotionnels, faire vivre ses émotions et quand dire « ben je pense que j'ai perdu la maîtrise de mes émotions, c'est plus sain maintenant ». Ben, si vous sentez que vous devez fuir, faire semblant que tout va bien, si vous paralysez, si vous devez crier, tout ça, ce sont des indices que votre colère, elle est malsaine. Oui, oui, tout à fait, dans des situations dangereuses, on doit adopter certains de ces comportements, absolument. Mais si vous réagissez toujours de la même façon, même pour des petites choses du quotidien, c'est un signe que vous avez appris à traiter votre colère de la mauvaise façon. Et un argument entre deux personnes, c'est normal. Si vous devez fuir les arguments, ce n'est pas sain. Un désaccord, c'est normal. Si vous devez dire oui à tout ce que l'autre désire, c'est pas sain. Un malentendu, c'est normal, mais si vous figez, en fait, sans avoir aucun mot à prononcer, c'est pas sain. Alors, il y a des réactions où dans ces réactions, il y a une espèce de dérèglement émotionnel. Vous ne vivez plus adéquatement vos émotions, vous les transformez pour survivre. Alors, votre cerveau se croit en danger et les émotions escaladent au point où elles ne peuvent plus réagir adéquatement. Elles réagissent pour vous sauver d'une situation qui n'est pas extraordinaire au final. Alors, un argument, un désaccord, une chicane, ça fait partie de la vie. C'est pas dangereux. Sauf pour une personne qui a appris à penser que c'est dangereux. Et c'est souvent vrai pour les enfants qui ont vécu avec des parents émotionnellement immatures. Même s'il n'y avait pas de violence physique, la violence psychologique laisse des marques tout aussi nuisibles. Et vous pensez du moins que vous êtes en danger quand un parent vous humilie. Vous êtes en danger quand un parent ridiculise vos idées, vos opinions et vos émotions.
Pourquoi êtes-vous en danger? Ben parce que vous êtes un enfant, parce que vous n'avez aucun outil pour vous défendre et replacer la situation dans le bon contexte. Vous ne pouviez pas cognitivement décrire ce qui se produisait et vous l'avez absorbé comme une éponge, comme si c'était vous le problème finalement. Et vous vous êtes senti tellement humilié, tellement honteux, tellement dégradé, tellement oublié que vous avez développé quelque chose pour vous protéger. Alors vous, vous êtes protégé, vous avez survécu à quelque chose de très malsain pour vous. Alors aujourd'hui, si je vous enseigne à pointer la toxicité, si je vous enseigne à pointer l'immaturité émotionnelle, vous arriverez à le faire. Vous êtes adulte, votre cerveau s'est développé. Encore là, certains pourraient avoir la difficulté parce qu'ils sont coincés dans l'enfant intérieur, c'est possible. Mais quand même, vous pouvez comprendre comment l'application de certaines notions peut vous aider à faire voir certaines choses, à vous faire voir certaines choses. Maintenant, comment y répondre, ça aussi, vous pouvez l'apprendre. Mais qui vous a dit que vos parents avaient des comportements inacceptables quand vous étiez enfant? Qui a fait ça? Que vous n'aviez aucun problème? Qui a fait ça? Personne. Vous étiez le problème. Vos parents avaient raison constamment. Pourquoi? Parce que on vit dans une société tellement émotionnellement immature qu'on trouve des gens qui nous ressemblent et qui nous acceptent dans notre immaturité et qui vont approuver cette immaturité-là en se complaisant dans cette immaturité-là et donc en créant une espèce de regroupement émotionnellement inacceptable où on s'accepte comme on est, du moins parce qu'on est pareil. Donc, quand vous êtes dans une famille, souvent, la même immaturité règne chez le frère, la sœur, le grand-parent. C'est la même chose. Parce que tout le monde baigne à l'intérieur de ça. Alors, personne ne vous dit « Sandra, t'as raison. » C'est plutôt l'inverse. Si vous dites « Écoute, je pense que t'as vraiment tort. Tu devrais vraiment me traiter d'une façon différente. Oh, » vous êtes perçu comme le mouton noir. Vous êtes perçu comme un enfant difficile. Si vous avez crié, si vous étiez en colère, si vous êtes défendu contre l'injustice, contre quelque chose qui vous fait mal, si vous avez parlé, vous avez été dénigré. Et tous ceux qui étaient autour, qui étaient aussi inconscients, aussi aveugles, ont dit « tu es le problème ». Donc, vous n'êtes pas le problème, vous n'avez jamais été le problème. Alors, qui vous a fait sentir vu quand vous êtes entouré de gens immatures? Qui vous a fait sentir compris quand vous êtes entouré de gens immatures? Qui vous a dit que vous étiez acceptable dans votre colère? Personne. Alors, c'est ça le danger. Vous êtes en danger contre tout ce qui vous entoure. Quand on est petit, on n'a rien pour se défendre. Alors, le danger de se sentir rien, sans importance, avec un sentiment aussi profond d'humiliation. C'est ça quand on est enfant. Alors, quand on grandit, on a plusieurs façons de cacher sa colère et l'humiliation aussi, et on utilise des techniques qui sont souvent passives-agressives. Le sarcasme, les potins, rabaisser une autre personne, utiliser une prétendue morale, des prétendues valeurs pour éviter de se sentir moins bon que les autres. Je sais que j'ai utilisé tout ça. L'humour. Les gens humoristiques. Qu'ils sont bons pour rabaisser les autres. L'humour est la technique passive-agressive la plus répandue, je pense. C'est juste une blague. Mon Dieu, pourquoi tu t'offenses? T'es sensible. Je l'ai utilisé beaucoup quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je sais quand faire une blague, je sais quand c'est drôle et je sais quand ça blesse. Quand on me dit « tu me blesses », parfait, je ne peux plus faire ça. J'ai la maturité pour le faire. Quand j'étais jeune, je ne le faisais pas. C'était une façon de cacher ma colère. Donc là, vous êtes ici avec moi. Peut-être que je mets enfin en lumière ce que vous avez vécu. Je ne sais pas, je l'espère. Peut-être que vous découvrez finalement que votre enfance, votre passé fut atroce. Et tout à coup, la colère peut se soulever. Là, vous êtes enragé. Peut-être qu'elle se soulève et se soulève. Et là, vous ressentez tout ce que vous n'avez pas vraiment ressenti, tout ce que vous avez caché. Et la colère devient votre motivation pour combattre la vie. Vous êtes prêt à vous défendre au moindre accroc. Personne ne va vous faire sentir mal à nouveau. C'est comme ça que vous le percevez. Et cette colère n'est pas la meilleure solution. Cette semaine, justement, quelqu'un me parlait d'une connaissance, disons-le comme ça, qui en anglais me dit « Oh, she lost it ». Elle a perdu les pédales.
Elle écrit des courriels en plein milieu de la nuit à ses voisins. Elle accuse les autres de choses ridicules. Elle envoie des lettres d'avocat pour dire que ses voisins nuisent à la santé de son enfant parce qu'il fume. Elle fait des... Jamais dans tout ça, elle parle. Hein? Jamais dans tout ça, elle peut dire « Hey, je pense que... » ou « Peux-tu m'aider à... » Jamais. C'est pas comme ça que c'est fait. C'est fait avec la rage. Hein? Elle fait des crises parce que l'ascenseur fonctionne pas correctement. Elle explique ses crises. Elle les justifie, ces crises, en disant que sa vie est en danger. Ses enfants sont en danger si l'ascenseur ne fonctionne pas. Elle vit au 3e étage en pensant. Pas au 8e. Hein? On sait bien aussi que tout le monde, on ne prend pas l'ascenseur si on est en danger. Pourquoi? Parce que si l'électricité manquait, l'ascenseur ne fonctionne plus. Alors jamais on ne prend l'ascenseur quand on est en danger, s'il y a un feu par exemple. Donc, un ascenseur, dans un cas comme ici, où il y a seulement 3 étages, c'est fait pour dépanner, hein? C'est fait pour transporter des choses lourdes ou des choses comme ça, évidemment. Si tu as 2 enfants, que tu restes au 3e, tu prends toujours l'ascenseur. C'est génial. Bref, s'il y a un problème, on en discute, n'est-ce pas? Donc, on constate, vous pouvez constater ce que je disais, quand on doit utiliser toutes sortes de pseudo-valeurs, hein, encore une fois. Quand on se bat contre les autres pour justifier nos besoins, quand on accuse les autres pour dire que c'est de leur faute ce que je ressens, on doit vraiment se questionner. Et j'ai dû passer par ce stade vers l'âge de 25 ans. Et après des années de négligence et d'abus, mon émotion junkie, c'était la colère. Et j'en ai fait des choses qui prouvent que ma colère n'était plus de la colère saine, mais un traumatisme. Je vivais pour me défendre et quand je me suis réparée, j'ai rencontré une personne qui, elle, était en colère. Je ne savais pas encore à quoi ressemblait une relation saine. Je réparais en moi, ce qui était brisé en moi, mais je n'avais pas tout compris encore. J'avais travaillé très fort sur moi, mais je ne comprenais pas les relations, comment ça se produisait. Alors, j'ai comme passé d'une façon de m'adapter à la situation par la colère à une autre façon qui était d'être tout à fait gentille, de comprendre les autres et de me dire « Ah ben, je comprends que c'est pas une journée facile hein, » et de me laisser abuser ainsi en excusant tout ce que les autres vivaient. Donc, c'est pas une façon de gérer la colère en partant du point A, je vais même pas dire ça de cette façon-là, en utilisant une façon de faire néfaste pour une autre façon de faire qui est aussi néfaste, hein, n'est-ce pas? Donc, on ne passe pas d'un pôle à l'autre, c'est dans l'équilibre qu'on trouve sa réponse. Donc, une colère saine, quant à elle, quand elle est saine, vraiment, on porte toujours le chapeau du « je ». Je suis en colère, je me sens frustrée, je sens que tu n'es pas honnête, je dois prendre du recul, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu me traites, je ne peux pas parler présentement, en ce moment, parce que mes émotions sont trop intenses, alors je dois prendre du recul. Je. Il y a une espèce de responsabilisation de ces émotions et il y a une force derrière cette émotion qui dit « tu ne peux pas avoir une discussion saine tant et aussi longtemps que tu ne peux pas parler avec respect ». Je pense que c'est la base, les fondations vraiment de la réparation de la colère, cette espèce de prise en charge intérieure qui dit « Non, présentement, tu ne gères rien, tu es juste en train de vomir ce que tu ressens et tu n'aides personne. » Et ça nous arrive encore parfois parce que la colère, c'est une émotion intense qui a des répercussions très rapides sur les autres. Ça explose. En fait, c'est explosif, voilà. Donc, à ce moment, on arrive à partir de la situation, finalement, à se mettre de côté, voilà, jusqu'à ce qu'on effectue les exercices appropriés pour se calmer, hein, évidemment, parce qu'il y a des exercices à pratiquer. Donc, c'est normal de ressentir une émotion monter en soi, comme si on était subitement envahi par une bouffée de chaleur. Hein? C'est une réponse normale à l'injustice. C'est une réponse normale au manque d'honnêteté, aux blessures aussi. C'est une réponse honnête aux blessures qu'on subit. Il n'y a rien de mal à ça, mais la colère saine disparaît plutôt rapidement, je devrais dire. On se met en colère, on est capable de, dans les heures qui suivent, même dans les minutes qui suivent, de dire « OK, là c'est OK. Je comprends que tu es en colère. C'est normal d'être en colère. Mais va pas vomir, va pas cracher, va pas lancer ton venin sur les autres pour autant. » Parfois, ça perdure, c'est correct, mais la plupart du temps, on arrive à tempérer son paysage intérieur. Il y a une grande différence entre demeurer en contact avec les émotions et les sensations et perdre le contrôle de ses émotions et de ses sensations. Donc, quand on perd le contrôle et qu'on réagit agressivement, on ne se sent pas bien par la suite.
Ça nous épuise, ça ne fait que nous épuiser, ça nous permet de s'autoriser à être en colère, en fait, mais ça n'arrange rien du tout et ça n'aide personne, jamais. Et en fait, ce qu'on réussit à faire, c'est qu'on fait fuir les gens, et ça, c'est encore plus frustrant, hein, parce qu'on veut être entendu. La colère, c'est un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être justement traité. Alors, si les gens nous fuient, on est encore plus en colère. Et plus on est frustré de ne pas être entendu, quand on veut vraiment être entendu, plus la colère grandit, et on ne peut pas s'en sortir, et on refuse de voir à quel point on est le problème dans la situation actuelle. Donc, ça vous prend une vision pour sortir de la colère, ça vous prend le désir de prendre la responsabilité de la colère, qu'il y a une progression qui se fait, je vous le dis, on ne passe pas de colère toxique à colère saine en moins d'une semaine, absolument pas. Est-ce que ça revient jamais la colère? C'est terminé? Non, 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 ça revient. Parfois, la vie devient plus difficile et là, nos traumatismes vont refaire surface. Mais vous avez toujours les connaissances pour revenir dans le présent. Vous dire, OK, là, ça fait, il me semble que ce mois-ci, là, ça n'a pas super bien été. Vous avez les connaissances pour dire, OK, là, je me reprends en main, là, ça suffit. Vous revenez dans le présent, vous retrouvez les outils que vous connaissez et vous retrouvez l'homéostasie. C'est normal. Donc, utilisez la colère pour trouver des solutions positives. Utilisez la colère pour solutionner des choses, pour solutionner aussi vos émotions. Oui, ressentez. Oui, tout ça, c'est bien. On doit passer par la colère. Si on en a qui sont coincés en nous, il faut la comprendre. Mais c'est pas la fin du voyage. Il faut continuer de passer par la colère pour continuer d'aller plus loin que la colère. La colère, c'est un stade. Ensuite, la colère, ça fait partie du deuil. Voilà, je vais continuer ce que je disais. Donc, c'est un stade où on doit passer au travers de ça. Et pour aller au-delà de ça, pour connaître ce qu'il y a après la colère, après le deuil, vient les émotions d'acceptation. Après les émotions d'acceptation viennent ensuite la paix et le bonheur. Alors, c'est normal d'aller vivre sa colère. Comprenez? Alors, l'écriture, c'est la meilleure technique. Écrivez vos peurs, écrivez vos émotions, écrivez tout ce que vous aimeriez dire, mais toujours dans le but d'en faire le deuil. Ça doit devenir un automatisme aussi. Ça ne demande que quelques minutes. Plus vous écrivez, plus vous évacuez, et personne n'est là pour vous dire que c'est mal la colère. Personne n'est là pour vous faire sentir honteux de ressentir la colère parce que vous êtes seul avec vous-même. Personne n'est là pour invalider non plus votre colère. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Alors, si vous aimeriez savoir si vous avez été négligé émotionnellement ou abusé psychologiquement par des parents émotionnellement immatures, vous pouvez vous rendre sur mon site sandralacombe.com et compléter le quiz. Il y a un quiz sur mon site, vous allez le trouver facilement. Tout est sur mon site sandralacombe.com. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.